Quand on était en train de travailler avec Delors, d'abord c'était passionnant. Parce qu'entre nous, on a créé l'euro en 10 ans. Je veux d'abord raconter une histoire qu'on oublie. En 89-90, Delors reçoit un coup de fil de Kohl, Helmut Kohl. Et Helmut Kohl lui dit: écoute Jacques, je suis foutu. Il y a la réunification de l'Allemagne. Je sais que le Deutschmark de l'Est vaut 20 centimes par rapport au Deutschmark de l'Ouest, mais politiquement, je ne peux pas dire qu'un Deutschmark n'égale pas un Deutschmark. Donc je vais perdre des milliards. L'Allemagne est foutue. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous aider? Delors a dit: Helmut, tu peux compter sur nous, fonds structurels, fonds sociaux, fonds agricoles, fonds régionaux, on va mettre toute la gomme. On va sauver l'Allemagne. Mais en échange, tu donnes le Deutschmark. Helmut a dit: d'accord, décidé. On a pu faire Maastricht, on a pu lancer l'euro. L'euro est fait sur la solidarité. Angela a un peu oublié. Mais elle était à l'Europe de l'Est à ce moment-là. Elle n'a pas fait partie de la conversation. Maintenant, elle commence à découvrir Delors. Il y a 3 jours, 4 jours. Tu lui as écrit? Non. On a aidé les Allemands, c'est normal que les Allemands aident. Et arrêtons de dire que c'est simplement bon. Ça, c'est un premier souvenir. Deuxième souvenir. Donc Delors se rendait bien compte qu'il était là pour faire le marché. Alors, première chose, il s'est rendu compte que les Anglais voulaient qu'il fasse le marché, enfin c'est tout. C'est pour ça qu'il a fait l'acte unique. Single act. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire un acte social et un acte économique. Et les English de la Commission lui a dit: si vous faites l'acte économique, jamais les Anglais ne signeront. Donc il faut mettre tout le sandwich dans le même et dire aux anglophones: allez hop, vous signez l'ensemble, single act. Puis on a fait le Maastricht et on a dit au chef d'État: article 113. Article 113 disait: les ministres ECOFIN, économie et finances, vont rapidement, dans un délai de 2 ans, travailler à la convergence économique et financière. Les chefs d'État ont dit: nous allons ajouter un petit mot. Et vous savez ce qu'ils ont ajouté? En temps opportun. Si possible. Et donc rien ne s'est fait. On a perdu 20 ans, on a perdu des milliards. Troisième chose, Delors s'est dit: bon, on fait le marché, mais on va quand même réfléchir. C'est quoi ce marché? Il a dit à la cellule: pensez un petit peu l'économie européenne dans 40 ans. Alors nous, bon, on a travaillé en réseau avec des tas d'économistes, et on a fait le fameux livre blanc, qui a été le grand flop politique de Delors. Mais intellectuellement, c'était une réussite. Et on disait quoi? On disait: attention les copains, je ne disais pas comme ça, hein, mais nous sommes dans un changement de paradigme, un changement d'outil de production. Nous passons de l'industrie à l'immatériel, et c'est un changement aussi important que le changement de l'agriculture à l'industrie. Ils n'ont pas voulu entendre. 2, on a dit: il faut donc, on va perdre des millions d'emplois industriels. Donc il faut détaxer les pauvres chefs d'entreprise qui essayent de créer encore un peu d'emplois, et taxons sans pitié l'environnement, ceux qui polluent. Troisième chose, changer l'éducation à 180 degrés. Produire des gens créatifs et pas des têtes remplies de soi-disant connaissances. Il faut changer aussi tout ce qui est formation continue. Et 4, il faut changer le modèle de développement de l'Europe. C'est pas mal. Pourquoi? Parce qu'on surinvestit la nature et on sous-investit le capital humain. Il faut faire juste le contraire, investir le capital humain et laisser un peu la nature tranquille. Les ministres ECOFIN, non, les chefs d'État ont dit: Mr. Delors, ceci est un très intéressant papier, passons au point suivant. C'est comme ça qu'on tue en politique. Donc ça a été un échec. Et je me suis demandé pourquoi ce silence depuis 20 ans. Et je suis arrivé à la conclusion
qu'au fond, pour comprendre, et c'est ce que je vais essayer d'expliquer en quelques minutes, si tu veux mettre la dia suivante, nous sommes dans un tel changement, c'est tellement profond qu'il faut 20 à 30 ans pour un changement de paradigme. Tu ne fais pas ça comme ça. Donc nous avons dit ce qu'il fallait dire, mais on l'a dit trop tôt. It happens now. C'est maintenant que ça arrive. Ça, c'est la seule chose qui est visible. C'est la crise de crédibilité des institutions bancaires, des institutions économiques, des institutions politiques. Mais c'est en même temps la fin de la société industrielle, la fin de la modernité, la fin du patriarcat. Il ne faut pas oublier, en dessous de la modernité, il y a le patriarcat. Et pour finir, il y a un danger de mort. Et tu peux mettre la dia suivante. Là, ici, se trouve le moteur du changement. Pourquoi nous changeons? Pourquoi nous changeons? Où est le moteur? Le moteur, c'est ceci. L'humanité, nous tous, chacun de nous, tous les Chinois, tous les Brésiliens, tous les Indiens savent que si on continue comme ça, on va droit au mur. On l'avait dit avec le Club de Rome il y a 40 ans, les gens n'aiment pas, mais maintenant, les gens le savent. Eh bien, cette mauvaise nouvelle est en même temps une bonne nouvelle, parce que c'est là qu'il y a le moteur du changement. L'inconscient collectif de l'humanité, l'intelligence collective de l'humanité, est en train de changer les valeurs de base au fond de nos tripes. C'est pour ça que nous sommes tous dérangés. Nous sommes tous en train de nous réorienter vers des valeurs de vie. Vous croyez que c'est facile? Non. Vous croyez que ça se fait facilement dans le corps de chacun? Non. Vous croyez que ça se fait facilement dans la société? Non. Le moteur est là. Nous allons vers une société patriarcale, nous allons vers la transmodernité. Moi, j'appelle ça transmodernité, comme certains en Californie. Et nous allons nous insister sur la nouvelle vision économique et la nouvelle vision politique. C'est la seule chose que je vais dire. Dia suivante. Oui? Alors, c'est quoi cette nouvelle économie dont nous parlions il y a 20 ans dans le livre blanc? Regardez, c'est un nouveau processus de création de valeur. Dans l'industrie, vous avez une usine, vous avez un bloc d'acier, vous faites tourner la machine, et puis vous avez une Renault qui sort. La Renault vaut beaucoup plus cher que le bloc d'acier. Valeur ajoutée. Ici, il ne s'agit plus de tout ça. Internet, comment est-ce qu'on crée de la valeur sur Internet? J'invente Facebook. Eh bien, ça vaut de l'argent. Je sais, avec cela, acheter des pommes de terre et manger. Ma femme me dit toujours, oui, mais Internet, ça ne produit pas de nourriture. Non, c'est vrai. Parce qu'on garde l'agriculture, on garde l'industrie, mais c'est l'agriculture, l'industrie ne produisent plus de jobs pour demain. C'est pour ça qu'on est dans une société post-industrielle. L'industrie est toujours là, mais ne produit pas de jobs. J'applique de la connaissance à de la connaissance pour créer de la connaissance. L'outil de travail est quoi? L'outil de travail, la personne humaine. Son intelligence, son intuition, son corps et son âme. Et donc le chef d'entreprise, qui était possesseur du moyen de production, ici, là, l'usine, il ne peut plus posséder l'outil de travail. Parce que l'outil de travail rentre chez lui tous les soirs. Vous n'êtes pas gentil avec l'outil de travail. Il retourne travailler chez quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on parle de capital humain. Parce qu'on a changé d'outil de travail. Alors, Charles Marx, c'était quand même pas un imbécile. Le siècle passé, il a dit, si vous changez d'outil de travail, vous changez de vision du monde. C'est ça qui est en train de se passer. Moi, là, je suis un marxien. Comme Marx, il n'était pas marxiste, moi non plus. Mais je trouve que comme sociologue, il était quand même pas stupide. Donc nous sommes en train de changer de vision du monde parce que nous changeons d'outil de production. Et donc le management est centré sur l'humain. La bonne chose que Apple a fait, c'est de mettre l'ordinateur au service de l'homme. Tandis que Windows, c'est encore l'homme qui est au service de l'ordinateur. C'est pour ça que Windows est si antipathique. Et pourquoi Apple est tellement sympathique? Parce que c'est easy, c'est human friendly. D'autres choses, ils ne sont plus open source, ça je n'aime pas du tout.
Bon. La connaissance, c'est comme l'amour. Je m'excuse, c'est le contraire du capital. Le capital, si vous le distribuez, vous n'en avez plus. La connaissance, si vous ne la partagez pas, vous êtes mort. Elle meurt. C'est comme l'amour. Plus vous en partagez, plus vous en avez. Et donc, nous sortons d'une logique capitaliste. Mais dans un silence parfait. Dans un silence absolument parfait. Parce que, qu'est-ce qui est embêtant? Ce sont les bases, les axiomes de base de l'économie qui sont en train d'être... Oup! Et ça, on ne dit pas. Alors, tous les... Il est temps, hein? C'est très bien. 5. OK. Voilà. On mesure. Comment est-ce qu'on mesure Facebook? On mesure avec les acquis immatériels. Donc Facebook, si vous allez voir son compte en banque, ils sont en dessous de zéro. Donc ils ne valent rien. Acquis matériel, ça vaut rien. Mais la bourse dit, potential, le potentiel de Facebook est énorme. Et donc c'est une manière qualitative. Nous basculons du quantitatif au qualitatif, dans la mesure et dans la notion même de progrès. Là, nous basculons de société. Notre modèle de civilisation bascule vers le qualitatif. La croissance des entreprises, aujourd'hui, c'est une croissance qualitative. Mais on ne le dit pas, on ne le dit pas. On ne le dit pas. Les entreprises qui réussissent vraiment, ce sont des entreprises qui croissent au niveau qualitatif, au niveau du sens. Open source, évidemment. Open source gagnera. Pourquoi? Réfléchissez 2 minutes. Je produis une Renault, une Volvo. Je peux breveter, je peux compter, je peux contrôler. Mais mes idées à moi, je ne peux pas les breveter. Elles viennent de partout. Je fais partie de l'intelligence collective. Mais comment est-ce que je peux breveter ça? C'est donc terminé. Oui, il y a des morceaux industriels qu'on peut encore breveter. Les morceaux qui restent. Au-delà des pyramides vers les réseaux, on remarque que dans cette logique, cette nouvelle logique win-win, stratégie non guerrière, les femmes sont 2 fois plus efficaces que les hommes. Je ne suis pas féministe, mais voilà. Transparence et éthique. Et nous allons évidemment, dans cette croissance qualitative, on peut penser un monde soutenable. Encore une dia, la politique. Mais ça, je n'ai pas besoin de... Alors, Delors nous avait dit, mais c'est quoi l'Europe alors? C'est quoi l'âme de l'Europe? L'âme de l'Europe, c'est ceci. Nous avons inventé, sans le savoir, un nouveau paradigme politique. Voilà. La modernité a inventé l'état de droit. C'est fantastique. La protection de la personne. Dans les limites de la nation. Monnet, Adenauer et Schuman ont inventé l'état de droit entre nations. La non-violence entre États, permanente. Vous entrez dans l'Union, la Croatie entre dans l'Union, ce n'est pas pour faire du fric. C'est pour entrer dans une zone de non-violence, de non-guerre. C'est ça qui les intéresse. Et donc nous sommes assis sur 2 coussins en or. Un coussin en or, un nouveau paradigme politique. Et par la stratégie de Lisbonne, un nouveau paradigme économique. Mais c'est tellement fort, c'est tellement nouveau, qu'on ne parvient pas à en parler. Je vous remercie. M'adresse à Marc. Il a fait une liaison importante entre l'agriculture et l'industrie, mais je suis resté interrogatif sur l'affirmation que vous faites qui dit que l'industrie ne crée plus d'emplois et l'agriculture non plus. Enfin, je l'ai compris comme ça dans votre approche. Et j'ai quelques autres références. Depuis 1965, si on regarde tous les emplois
agricoles, agroalimentaires et services liés qui ont été construits, on observe qu'il y a une certaine stabilité globale. Effectivement, la production a baissé, mais la transformation, la création de valeur et les services associés se sont maintenus. Et l'agriculture est un des premiers employeurs en France, si on y ajoute tous les effets induits. Voilà ce que je voulais simplement vous apporter. Ça, c'est l'agro-business. Ce n'est pas le petit agriculteur, c'est la partie industrielle de l'agriculture. Mais là aussi, on diminue les emplois. Regardez, je vous donne 2 exemples. Oh, alléluia, fantastique, Peugeot vient de faire une nouvelle usine à Moscou. Très bien. Combien d'emplois? 200. Tout le reste, c'est automatique. Renault vient de faire une nouvelle usine à Casablanca. Fantastique, on va créer des emplois. Combien d'emplois? 56. Tout le reste, c'est automatique. Donc, si vous êtes chef d'entreprise et que vous voulez investir en Europe, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre des robots ou employer 5000 nouveaux ouvriers? Mais vous allez mettre des robots. Il faut comprendre que l'agriculture, on est passé de 87% d'Européens dans l'agriculture à 4%. Maintenant, on va désindustrialiser l'agriculture, ça c'est probable. On va aller vers une agriculture moins McDonald's et beaucoup plus bio. On va peut-être créer 2% d'emplois, 3%. On ne va pas remettre tout le monde dans l'agriculture. Donc, ce que nous disions déjà il y a 20 ans, c'est qu'on allait perdre des millions d'emplois industriels. Il n'y a aucun chef d'État qui a les couilles, excusez-moi, pour dire qu'il n'y aura plus d'emplois industriels. Oui, amusez-vous à réindustrialiser la France, mais ça c'est vraiment la folie, quoi. Oui, il y aura de l'industrie, mais des emplois industriels nouveaux, vous oubliez. Si on peut en garder quelques-uns chez Renault, quelques-uns chez Peugeot, mais tant mieux. Mais dans des entreprises durables, dans des entreprises nouvelles qui vont vers une nouvelle civilisation, oui, mais il faut les inventer. Donc au fond, le poste de travail, tout frais, tout prêt, tout, ça n'existe plus. C'est ça qui est difficile. Merci. Autre question? Certains disent que l'Europe est en déclassement stratégique par rapport au reste du monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Et à Olivier, parmi les pays actuels, quel serait celui qui est le plus fécond, le plus proche de cette économie de la transformation comme tu l'entends? Moi, je dirais ceci. Quand on compare la politique étrangère européenne et la politique américaine, nous sommes 30 ans en avance. Oui, on est déclassé, mais vers l'avant. Oui, on est déclassé au niveau économique, mais vers l'avant. On a lancé la stratégie de Lisbonne. Alors, je vous raconte une autre histoire, toute petite. Gutiérrez, ennemi personnel de Barroso, a lancé la stratégie de Lisbonne. Il a dit, on va créer des millions d'emplois post-industriels. Mais, attention, c'est un changement de paradigme économique. Les chefs d'État ont dit, on signe, mais supprimez cette phrase sur le changement de paradigme. Authentique, elle a disparu dans le compte-rendu. Et c'est pour ça que la stratégie de Lisbonne a raté. Donc, nous sommes en avance, mais même nous-mêmes, nous ne le comprenons pas. Et donc, les anglo-saxons, qui, eux, sont attachés à l'économie de marché comme à leur religion, et eux, ils ne vont pas comprendre. Ils considèrent que nous sommes déclassés. Let them speak.